L'Alaska. C'est là que l'homme aurait foulé pour la première fois le continent nord-américain. Une terre sauvage qui invite à l'aventure. Dans le 49e État d'Amérique, la nature est sublimée. Des animaux géants surgissent des profondeurs de l'océan. Et d'autres fendent le ciel arctique. Depuis des siècles, des milliers d'aventuriers sont attirés par ces étendues riches de promesses. Au XVIIIe siècle, ce sont des marchands russes qui traquent les fourrures. 100 ans plus tard, des chercheurs d'or pleins d'espoir risquent leur vie dans ces montagnes. Aujourd'hui, les chasseurs de trésors des temps modernes arrivent par hélicoptère en quête d'argent, de cuivre et d'or. Certains viennent en Alaska simplement pour trouver la solitude. D'autres pour étudier le réchauffement climatique ou encore admirer une nature unique au monde. Mais ces paysages féeriques sont aussi truffés de dangers. Dans ces contrées reculées, un jeune aventurier s'est lancé dans une expédition sans retour. Et un amoureux des ours s'est fait dévorer par l'objet de sa passion. Les plus intrépides bravent encore ces étendues gelées au péril de leur vie, pour repousser les limites et répondre à l'appel du plus grand État du pays, l'Alaska. Chaque année, l'Alaska attire de nouveaux aventuriers, en quête de grands espaces et de sensations fortes. Mais le danger ne les guette pas seulement sur les pics enneigés. Il les attend aussi dans ces vallées d'apparence idyllique. En 1992, Christopher McCandless décide d'explorer l'Alaska en solitaire, inspiré par des écrivains comme Henry David Thoreau et Jack London. Le 28 avril, il fait du stop jusqu'à l'entrée d'un chemin reculé, la piste Stampede. Ce sentier est tracé dans les années 1930 par un chercheur d'or nommé Earl Pilgrim. 30 ans plus tard, l'État entreprend d'en faire une route. Mais les travaux sont abandonnés et le pont sur la rivière Teclanica n'est pas construit. Quand Christopher McCandless la traverse à pied ce 28 avril 1992, le niveau de l'eau est très bas. La neige et la glace de l'hiver n'ont pas encore fondu. Il va vers l'ouest, dans l'espoir d'atteindre les rivages de la mer de Bering. Dans cette clairière, il découvre ce vieil autobus abandonné, le bus 142. Ce véhicule a longtemps servi de refuge aux trappeurs, avant d'abriter les ouvriers de la piste Stampede. Le jeune homme en fait son camp de base, le temps de préparer la suite de son expédition. Il arrive ici avec un peu de lecture, 5 kilos de riz, un fusil et 400 cartouches. Les semaines suivantes, il explore la vallée pour voir si elle est praticable. Il se nourrit de ce que la nature lui offre. Il chasse des écureuils, des porcs-épics, des cailles et même un orignal. Mais la viande pourrit avant qu'il ne puisse la manger. Au bout de 2 mois d'isolement, Christopher McCandless décide de reprendre la route. Mais lorsqu'il regagne la piste Stampede, il découvre qu'il a trop attendu. La fonte des glaces a transformé la rivière Teclanica en un torrent déchaîné. Elle est devenue infranchissable.
Il rebrousse chemin jusqu'au bus 142, sans autre choix que d'y survivre en attendant que le niveau de l'eau baisse à nouveau. Au bout de quelques semaines, Christopher McCandless commence à manquer cruellement de nourriture. Il souffre de carence et s'affaiblit à vue d'œil. Un empoisonnement causé par des baies l'aurait empêché de chasser et de trouver à manger. Il commence à mourir de faim. Alors qu'il perd des forces et s'éteint peu à peu, il couche sur le papier ses dernières pensées, sur la solitude, la faim et sa peur de la mort. Le 30 juillet, il écrit « Extrêmement faible, beaucoup de mal à tenir debout, affamé, grave danger ». Sur la dernière photo de lui, il tient une feuille où sont écrits ces mots « J'ai eu une vie heureuse et j'en remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu vous bénisse tous. » Des chasseurs découvrent son corps quelques semaines plus tard. Le journaliste John Krakauer racontera son histoire dans un livre intitulé « Voyage au bout de la solitude », adapté au cinéma par Sean Penn sous le titre « Into the Wild ». Christopher McCandless est devenu une légende. Et le bus 142 un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs, à leurs risques et périls. En 2010, une jeune femme suisse se noie en voulant traverser la rivière Teklanika, au même endroit que Christopher McCandless en 1992. En Alaska, la nature peut se montrer impitoyable. Et les hommes en font l'expérience depuis des milliers d'années. D'après les paléontologues, les hommes seraient arrivés dans la région pour la première fois, il y a environ 20 000 ans. Ils venaient de la Sibérie actuelle. Ils ont marché vers l'est sur des milliers de kilomètres. Et ils ont traversé le pont terrestre de la Béringie, qui reliait alors l'Eurasie et l'Amérique du Nord. À la fin de la dernière glaciation, l'eau de la fonte des glaces recouvre la Béringie et devient le détroit de Bering, entre la mer de Bering et la mer des Tchouktches. Ces hommes auraient été les premiers à explorer le continent nord-américain. Les générations suivantes sont allées jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, certains de leurs descendants vivent toujours en Alaska. Sur l'île de l'Amirauté, dans la petite ville d'Angoon, des membres de la tribu Tlingit habitent encore sur les terres de leurs ancêtres. Comme leurs aïeux, certains vivent de la chasse et de la pêche. La tradition Tlingit évoque un monde peuplé d'esprits en tout genre, comme cette figure appelée le corbeau. Mais au XVIIIe siècle, des voyageurs ambitieux venus de l'Ouest chamboulent leur mode de vie. Les Russes s'installent sur les rivages de l'Alaska en 1784, à la recherche de fourrures pour le marché européen et de nouveaux territoires pour leur tsar. En 1799, ils débarquent ici, dans la petite communauté Tlingit de Shiatika, désormais baptisée Sitka. Après 2 ans de cohabitation difficile, les Tlingits se retournent contre les Russes et les repoussent hors de leur communauté. En 1804, les Russes reviennent et déclarent la guerre aux Tlingits. Certains membres de la tribu se retranchent dans un fort qui se dressait à l'emplacement de ce totem. Après 6 jours de siège, les Russes découvrent que les Tlingits ont pris la fuite. C'est la fin de la bataille de Sitka. Les Russes réinvestissent la petite ville et la rebaptisent. Pendant 60 ans, Sitka sera la capitale de l'Empire russe en Amérique du Nord, qui s'étend alors jusqu'à San Francisco. Dans les années 1860, le tsar Alexandre II de Russie décide de vendre l'Alaska. Le secrétaire d'État américain William Seward accepte la proposition.
Le 18 octobre 1867, ici à Sitka, l'Alaska devient officiellement la propriété des États-Unis. Les critiques ne tardent pas à fuser, et ceux qui n'ont jamais vu l'Alaska qualifient cet achat de folie. Les autres, en revanche, comprennent vite que William Seward a fait une très bonne affaire. Le territoire s'étend sur plus d'1,5 million de kilomètres carrés. C'est 3 fois plus vaste que la France métropolitaine, avec des paysages spectaculaires. Il y a des fjords, où des montagnes enneigées se jettent dans la mer. Une île, où les plus gros ours bruns du globe viennent se nourrir. De la toundra à perte de vue. Et le plus haut sommet d'Amérique du Nord, que seuls les alpinistes les plus audacieux osent affronter. Quand William Seward rachète l'Alaska pour les États-Unis, il le fait pour des raisons stratégiques. Mais il ne soupçonne pas l'étendue de ses richesses naturelles. En 1906, Sitka perd son statut de capitale du territoire alaskien au profit d'une ville minière en pleine expansion, Juneau. En 1912, la maison du gouverneur est construite sur cette butte qui domine la ville. Sa superficie de 1340 mètres carrés semble démesurée, à une époque où la plupart des habitants vivent dans des cabanes. Étrangement, aucune route ne dessert Juneau. On ne s'y rend qu'en avion ou en bateau. C'est la seule capitale américaine inaccessible en voiture. Pour les milliers de touristes qui arrivent ici chaque année en croisière, l'isolement de Juneau fait partie de son charme. Tout comme les paysages exceptionnels qui entourent la ville. Au-delà des collines verdoyantes se dresse le glacier Mendenhall. Cette rivière de glace s'étend sur près de 20 km. Des cascades spectaculaires se jettent dans des rivières en contrebas. Aujourd'hui, le glacier Mendenhall est l'un des plus fréquentés d'Alaska, notamment parce qu'il est facile d'accès. Pour les plus aventureux, il est possible de remonter jusqu'à sa source. Le champ de glace de Juneau. Une étendue de neige et de glace de 4000 km². Elle alimente le Mendenhall ainsi que 37 autres glaciers de la région. Malgré sa superficie, la majeure partie de l'icefield est située sur l'agglomération de Juneau. C'est ici qu'est installé un camp d'entraînement hors du commun pour former les membres d'une unité d'élite, des chiens de traîneau. Le climat extrême du glacier Mendenhall en fait l'endroit idéal pour habituer ces chiens au froid et les préparer à l'événement sportif le plus prestigieux d'Alaska. L'Iditarod. Les concurrents doivent parcourir près de 2000 km avec leur attelage, dans la neige et le froid. Ils doivent faire preuve d'endurance et de stratégie pour remporter cette compétition de chiens de traîneau surnommée la dernière grande course. 3 mars 2013. Des centaines de passionnés du monde entier se sont donné rendez-vous sur un lac gelé au nord-ouest d'Anchorage. Ils sont venus assister au départ de l'Iditarod. Plus de 60 candidats vont tenter de traverser l'intérieur de l'Alaska sur environ 1800 km. Les pilotes d'attelage, ou mushers, préparent leurs traîneaux et leurs chiens. Le harnais doit être contrôlé à chaque point d'attache et les chiens sont examinés un par un. Compte tenu des difficultés qui les attendent, une simple égratignure suffit à les disqualifier. Une fois sur la ligne de départ, les chiens s'impatientent et sont difficiles à maîtriser. L'ordre de départ est tiré au sort.
Le premier attelage de la 41e course de l'Iditarod s'élance sur le lac gelé. Pour les spectateurs, c'est la dernière occasion d'encourager les pilotes, qui seront ensuite quasiment seuls sur toute la durée de la course. 2 minutes séparent les concurrents, pour éviter que les attelages ne s'en mêlent en début de parcours. Ces mushers perpétuent une tradition ancestrale. Bien avant l'arrivée des colons européens, les premiers habitants de l'Alaska se servaient des chiens pour se déplacer. Plus tard, les Russes ont fait de même. Au XIXe siècle, ce sont des pionniers américains qui ont exploré en traîneau des régions autrement inaccessibles. L'Iditarod suit une piste tracée lors d'un événement qui a marqué l'histoire de l'Alaska. La course au sérum. Janvier 1925. La ville de Nome, dans l'ouest de l'État, menace d'être décimée par une épidémie de diphtérie. Il existe un sérum, mais il se trouve à plusieurs centaines de kilomètres, à Anchorage. Le froid intense empêche de relier les deux villes en avion. Il ne reste qu'une solution, le traîneau. 20 mushers organisent un relais et font l'aller-retour en seulement 127 heures et 30 minutes. Ils sauvent des milliers d'habitants. Aujourd'hui, l'Iditarod rend hommage à ses héros. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un relais. Les pilotes doivent conduire seuls leur attelage d'Anchorage à Nome. Le point de départ de la course est au nord-ouest d'Anchorage, au lac Willow. Les participants se dirigent ensuite vers l'ouest et franchissent le col Rainy. En fonction des années, ils bifurquent en direction d'Anvik ou de Galena, avant de gagner la ville côtière de Koyuk, au nord. 1800 km plus loin, ils atteignent enfin la ligne d'arrivée à Nome. Au lac Willow, la famille et les amis sont là pour encourager les concurrents. Mais rapidement, les mushers s'enfoncent seuls dans les forêts désertes et l'épreuve de survie commence. Les plus rapides d'entre eux atteignent leur destination en 9 ou 10 jours. Mais certains peuvent mettre 32 jours pour arriver à Nome. Chaque conducteur adopte une stratégie différente. Ils s'accordent des pauses très courtes et doivent bien choisir leur moment. Celui-ci a décidé de dormir pendant la journée et de laisser les autres le dépasser. En revanche, il courra toute la nuit. Pour protéger leurs chiens du froid et s'assurer qu'ils puissent dormir, les mushers les installent sur de la paille. Dans cette région, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés en cas de blizzard. Mais cette année, c'est tout le contraire. L'hiver a été exceptionnellement doux et il n'y a pas assez de neige sur le parcours. Certains craignent qu'à terme, le réchauffement climatique n'entraîne l'annulation de la course. Pour protéger leurs coussinets de la glace tranchante, les chiens portent des chaussons. Un pilote peut en utiliser 2000 sur toute la durée de la course. Lorsqu'un chien est blessé, il est attaché à l'arrière du traîneau et il est confié au premier vétérinaire présent sur le parcours. Chaque attelage doit terminer la course avec un minimum de 6 chiens, faute d'être disqualifiés. Cela arrive rarement, car ces animaux sont faits pour survivre à l'épreuve du froid. Les chiens de l'Iditarod sont des huskies d'Alaska, un croisement de plusieurs races de chiens de traîneau. Ce sont des chiens trapus et très musclés. Ils sont intelligents, vifs, et ils ont une endurance exceptionnelle. Les participants de l'Iditarod traversent des régions encore méconnues.
Il sillonne la forêt boréale, ou taïga, constituée de conifères résistants au froid. En Alaska, elle couvre la majeure partie des terres intérieures. Ils franchissent des rivières gelées. Pendant des jours et sur des kilomètres, ces hommes et leurs chiens ne voient pas âme qui vive. Les mushers ont conscience des dangers que présente l'Alaska. Le blizzard peut se lever brusquement et réduire la visibilité. Quand le vent souffle trop fort, ils marchent à côté de leur traîneau pour alléger le poids de l'attelage. Ou alors ils se servent de bâtons pour aider leurs chiens. 27 points de contrôle jalonnent le parcours sud et 26 le parcours nord. Un vétérinaire est là pour vérifier l'état de santé des chiens. Ici, au lac Finger, les mushers nourrissent leurs chiens et se reposent dans ces tentes avant l'étape suivante. 45 km après Anchorage, le stand du Col Rainy est installé sur un lac gelé. Les mushers sont réapprovisionnés en vivres par des pilotes d'avion bénévoles. Ces hommes et ces femmes risquent leur vie dans cet espace aérien réputé le plus dangereux d'Alaska. Les attelages se dirigent ensuite vers le col. À 950 mètres d'altitude, c'est le point culminant de la course. Mais il se trouve encore à 1300 km de Nome. Le vainqueur de la course de 2013 atteint la ligne d'arrivée en 9 jours, 7 heures, 39 minutes et 56 secondes. À 53 ans, c'est le doyen des vainqueurs de l'Iditarod. La course en traîneau n'est qu'un moyen parmi d'autres de découvrir les étendues sauvages de l'Alaska. Certains préfèrent la randonnée et l'escalade, d'autres le ski. Un pilote d'avion a même construit une cabane au sommet d'un piton rocheux, au beau milieu de la chaîne de montagnes la plus haute des États-Unis. Le petit avion survole un vaste glacier. Il évite ainsi à ses passagers une randonnée longue et difficile à travers l'une des régions les plus froides au monde. Malgré leur hostilité, ces hauteurs gelées ne sont pas totalement dénuées de vie. Une espèce animale y a même élu domicile. La chèvre des montagnes rocheuses. Ici, à plus de 300 mètres au-dessus de Juneau, ces animaux prospèrent là où aucun homme ne pourrait vivre toute l'année. Ces caprins ne vivent que dans les montagnes qui s'étendent du nord des Rocheuses jusque dans le sud de l'Alaska. Au fil des saisons, les chèvres se déplacent sur les pentes en quête de nourriture. À l'approche du printemps, elles perdent leur pelage hivernal et font des réserves de graisse quand l'hiver revient. Entre les périodes de reproduction, les mâles célibataires restent en groupe. Les chevreaux naissent vers la fin du mois de mai et vivent avec leur mère pendant au moins 1 an. Les cabris restent dans les hauteurs, sur des pentes difficiles d'accès pour les prédateurs comme les loups. Ces chèvres sont très agiles. Sous leurs sabots, une cloison interdigitale leur permet de s'agripper aux rochers. Quand elles n'escaladent pas, elles se battent. Leur degré de sociabilité fluctue en fonction des saisons. Et une hiérarchie s'installe au moment de la reproduction. Elles sont non seulement capables de résister au froid et aux meutes de loups, mais aussi aux blessures provoquées par leurs fréquents coups de corne. De son côté, l'homme tente de se mesurer au plus haut sommet de l'Alaska depuis plus d'1 siècle. Chaque année, 1 millier d'alpinistes entreprend l'ascension du mont McKinley, appelé aussi mont Denali. Il culmine à 6194 mètres d'altitude, et c'est le plus haut pic d'Amérique du Nord. Seuls les alpinistes les plus aguerris parviennent jusqu'au sommet. Comme dans la majeure partie de l'Alaska, le moyen de transport le plus pratique par ici est l'avion.
notamment grâce aux exploits d'un pilote de légende, nommé Don Sheldon. À 17 ans, cet Américain originaire du Colorado entreprend un grand voyage vers le nord. À court d'argent, il s'arrête dans la petite ville de Talkeetna, où il va passer le restant de ses jours. En 1955, le scientifique Bradford Washburn arrive de Boston pour cartographier le mont McKinley et les montagnes alentours. Mais il a besoin d'un pilote capable de le déposer sur les glaciers du Denali et de l'emmener partout pendant la durée de son étude. Don Sheldon, devenu pilote entre-temps, vient justement de fixer des skis à son train d'atterrissage pour se poser sur la neige. Il propose au cartographe de travailler pour lui et devient rapidement un expert de l'atterrissage sur les glaciers. Sa technique est encore utilisée aujourd'hui par sa fille Holly pour déposer les alpinistes au camp de base de Denali, à 2200 mètres d'altitude. L'invention de Sheldon permet à Washburn de mener à bien son étude du mont McKinley, qui dure 15 ans, et fait du pilote une légende de l'aviation en Alaska. En 1966, il décide de se construire un refuge sur un glacier. Il choisit ce piton rocheux à 1800 mètres d'altitude dans les gorges du glacier Ross. Il apporte tous les matériaux nécessaires en avion au cours de dizaines de voyages. Il n'a pas besoin d'atterrir. Il se contente de lâcher son chargement dans la neige. Le refuge ouvre ses portes la même année. « 60 ans plus tard, il faut payer jusqu'à 600 €, avion et hébergement compris, pour séjourner une nuit dans ce refuge au milieu des glaciers, avec un confort minimum, mais une vue imprenable. Cette région du parc national Denali a été baptisée l'amphithéâtre Don Sheldon, en hommage au pilote. Nombreux sont les aventuriers, audacieux ou inconscients, qui se retirent au fin fond de l'Alaska pour vivre proche de la nature et tester leurs limites. Au printemps 2003, un militant écologiste, Timothy Treadwell, atterrit ici comme chaque été sur la côte du parc national de Katmai. Timothy Treadwell est passionné par les grizzlies. Depuis 13 ans, il passe plusieurs mois parmi eux dans cette réserve reculée. Il les étudie et tente de les apprivoiser. Mais en ce jour tragique de l'été 2003, un ours pénètre sur le campement et dévore Treadwell et sa petite amie. Le réalisateur Werner Herzog raconte l'histoire de cet homme qui a sacrifié sa vie pour protéger les ours dans un documentaire intitulé Grizzly Man. Depuis des milliers d'années, les ours sont au sommet de la chaîne alimentaire en Alaska. Il y a généralement peu d'accidents avec les hommes, à condition de garder ses distances. Les ours bruns se nourrissent surtout de caribous et d'élands. Le reste du temps, ils mangent des baies, des racines et du poisson. Certains jours, leur alimentation peut être composée à 90% de plantes. À marée basse, ils creusent dans le sable à la recherche de palourdes. Les mouettes opportunistes attendent pour picorer les restes. Les oursons naissent entre décembre et mars. Dès qu'ils sont capables de quitter la tanière, leur mère leur apprend à trouver à manger. Un mâle adulte peut peser entre 200 et 600 kilos selon les saisons. Au 19e et 20e siècle, les pionniers ont décimé ces prédateurs en Amérique du Nord. Aujourd'hui, il reste environ 50 000 ours bruns au Canada et en Alaska, contre 1 millier dans le reste des États-Unis. Le parc de Katmai a été créé dans le but de préserver ce paradis sauvage pour les ours, mais aussi pour les hommes. Dans une région aussi reculée que l'Alaska, aller au travail le matin est parfois toute une expédition. Ce pilote d'hélicoptère fait le taxi pour un géologue censé se rendre dans une mine. Darwin Green doit contrôler un forage d'exploration de métaux précieux.
Pour cela, il doit se rendre sur cette plateforme perchée au-dessus du vide. Plusieurs installations identiques se dressent sur ces versants. Elles font partie d'un projet de prospection privée qui finance un ensemble d'opérations destinées à trouver du cuivre, du zinc, de l'argent et de l'or dans la chaîne côtière d'Alaska. Seuls des spécialistes de la montagne sont capables de construire ces plateformes. Il y a un siècle, les prospecteurs auraient gravi ces sommets à pied pour y dénicher des trésors. Aujourd'hui, toutes les opérations se font par hélicoptère. Voler dans cet environnement est très risqué. Les courants ascendants sont traîtres dans ces montagnes. Il faut de l'expérience pour les déjouer. Ce pilote doit faire un détour par la vallée pour aborder correctement la plateforme. Une fois en position, il amorce la descente en direction de l'héliport. Si une rafale de vent le poussait maintenant, il devrait renoncer et faire une deuxième tentative. Atterrissage réussi. Stationner sur ce terrain précaire est trop dangereux et le pilote repart immédiatement. Le géologue doit se rendre à pied jusqu'au forage d'exploration. Les premiers résultats de l'opération sont concluants. Les échantillons analysés prouvent que cette chaîne de montagnes regorge de richesses. La compagnie minière espère pouvoir les exploiter grâce à des forages comme celui-ci. Pendant les 5 mois du projet, les équipes doivent travailler 24 heures sur 24, qu'il neige ou qu'il vente. Ces hommes et ces femmes perpétuent une tradition séculaire en Alaska. Nombreux sont ceux qui, avant eux, ont cherché du cuivre, de l'argent et de l'or dans ces montagnes. La ruée vers l'or de l'Alaska s'est d'ailleurs déroulée tout près d'ici. En 1896, de l'or est découvert dans un ruisseau du Klondike, de l'autre côté de la frontière, au Canada. Pour atteindre les champs aurifères, les mineurs doivent passer par l'Alaska. Pendant 3 ans, plus de 100 000 chercheurs d'or font le voyage. Le petit port de Skagway devient l'un des principaux points de départ de cette aventure. Aujourd'hui, la ville est une étape incontournable pour les bateaux de croisière. Mais à l'époque de la ruée vers le Klondike, elle était qualifiée d'enfer sur terre. Presque du jour au lendemain, la ruée vers l'or transforme un simple campement en une métropole de 10 000 habitants. Elle attire son lot de prostituées et d'escrocs qui comptent bien profiter des mineurs venus faire fortune de l'autre côté de la frontière. Parmi eux, l'écrivain Jack London. Son livre « L'appel de la forêt » s'inspire de l'année qu'il a passée dans le Klondike. Il se lance dans cette aventure en 1897. Mais atteint de scorbut, il est rapatrié. Il séjourne à Skagway parmi les prospecteurs, dont plus d'un perdra la vie dans la quête de l'or. Le chemin le plus court entre Skagway et le Klondike est un sentier étroit à l'ouest de la ville. Long de 53 km, il remonte vers le nord, le long d'une pente quasi verticale. Baptisé la piste Chilkoot, ce sentier conduit jusqu'au col Chilkoot à la frontière canadienne. Les autorités canadiennes exigent que les prospecteurs apportent des vivres pour tenir 1 an, soit environ 1 tonne par personne. Ceux qui se présentent au poste frontière avec une quantité insuffisante sont renvoyés chez eux. Ils doivent faire plusieurs allers-retours à pied pour transporter toute cette nourriture par un sentier de montagne à 1000 mètres d'altitude. Beaucoup abandonnent une partie de leur chargement en cours de route. Aujourd'hui, des restes de barques gisent encore près du sommet. Un tiers de ceux qui entreprennent le voyage atteignent les gisements du Klondike. Les autres renoncent, font demi-tour ou meurent en chemin.
de nombreux mineurs choisissent une autre route à partir de Skagway, légèrement plus facile. Elle franchit le col blanc, dit White Pass. Mais dans cette vallée, ce sont les chevaux et non les hommes qui paient le plus lourd tribut. Les prospecteurs inexpérimentés poussent leurs chevaux jusqu'à l'épuisement. Quand leurs animaux sont blessés ou trop fatigués pour continuer, ils les abandonnent dans un ravin comme celui-ci et laissent pourrir leurs carcasses. En 1898, des investisseurs décident de construire une voie ferrée pour franchir le col blanc. La montée à pic rend le projet presque irréalisable. Mais pour ces investisseurs motivés par l'appât du gain, la fin justifie les moyens. Il faut construire des viaducs pour permettre aux trains de franchir les gorges. Un exploit à l'époque. Quand la voie ferrée est enfin terminée en 1900, les prospecteurs susceptibles de l'emprunter ne sont plus là. Ils sont tous partis vers le nord-ouest, suite à la découverte d'un gisement près de Nome. Heureusement pour les investisseurs, les colons et les touristes prennent rapidement leur place. Aujourd'hui, près de 400 000 passagers voyagent à bord de ces trains chaque été. Et plus d'un siècle après la ruée vers le Klondike, certains croient encore pouvoir trouver de l'or dans ces montagnes. L'Alaska a toujours attiré les explorateurs, les amoureux de la nature, mais aussi les ermites et les marginaux en quête d'un mode de vie différent. De par son isolement, c'est aussi l'endroit idéal pour réaliser des expériences scientifiques loin de la civilisation. En 1993, le ministère de la Défense américain installe ici son programme de recherche sur la ionosphère, à 280 km au nord d'Anchorage. Et les théories de complot s'emballent. Avec ses 180 antennes géantes braquées sur la ionosphère, le gouvernement américain est accusé de désactiver des satellites, de provoquer des séismes, de modifier le climat et même de contrôler les esprits. Les déclarations du ministère, qui confirment réaliser des expériences anodines sur la haute atmosphère, ne suffisent pas à calmer les fantasmes. Ce n'est pourtant pas la première fois que des scientifiques s'intéressent de près à l'Alaska. À Narrow Cape, sur l'île Kodiak, des chercheurs ont construit une véritable passerelle vers l'espace, une station de lancement aérospatial. Cette base construite par l'État d'Alaska est utilisée par le gouvernement américain et par des entreprises privées pour lancer des fusées et des satellites dans l'espace. La situation de la station au bord de l'océan Pacifique permet de lancer en toute sécurité des satellites en orbite, comme ceux utilisés aujourd'hui pour la communication et les prévisions météorologiques. D'autres scientifiques viennent en Alaska pour apprendre des techniques de survie et s'aventurer sur les glaciers. Dans les montagnes au-dessus de Juneau, des chercheurs s'entraînent pour une expédition scientifique hors norme. Ils vont parcourir 150 km en 8 semaines pour rejoindre la Colombie-Britannique au Canada. Et ils ont choisi de le faire à ski. Le programme de recherche du champ de glace de Juneau existe depuis 1948. Des expéditions scientifiques sont régulièrement organisées pour étudier la géologie, la climatologie, la biologie et la glaciologie. Première étape du parcours, le camp numéro 17. L'équipe va passer quelques jours ici, le temps d'apprendre les techniques nécessaires à ce voyage sur la glace, comme éviter de tomber dans une crevasse ou apprendre à en sortir. Dans cet environnement hostile, le travail d'équipe est la clé de la survie. Comme des milliers d'explorateurs avant eux, ces chercheurs souhaitent comprendre les origines des merveilles naturelles de l'Alaska.
dans les montagnes, sur terre ou dans l'eau. Les côtes découpées du sud-est de l'Alaska intriguent depuis longtemps les scientifiques du monde entier. Le capitaine Cook est l'un des premiers Européens à explorer ces eaux en 1778. Au début du XIXe siècle, des Russes entreprennent des études plus détaillées, notamment sur les marées et le climat. Leurs recherches permettent d'établir la première carte du littoral de l'Alaska. C'est un réseau complexe de détroits, de passages et de centaines d'îles. Certaines sont immenses, comme l'île Chichagov qui s'étend sur environ 5000 km². D'autres ne sont pas plus grosses qu'un rocher. Depuis des siècles, les navigateurs empruntent cette voie maritime pour longer la côte, le passage intérieur. Il permet d'éviter les eaux tumultueuses du Pacifique Nord. Mais il cache aussi son lot de dangers, comme des bancs de sable et des rochers. En 1898, environ 300 accidents sont répertoriés dans le passage intérieur. L'année suivante, le Congrès autorise la construction de plusieurs phares. L'un des plus anciens se dresse sur l'île Sentinelle. Il guide les marins depuis 1902. Le bâtiment en bois d'origine est remplacé par une tour plus robuste en béton en 1935. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul de ces phares en bois construit au XXe siècle. La tour octogonale d'Eldred Rock. Ce phare se dresse tout près du lieu où le Clara Nevada s'est échoué, une nuit de tempête en 1898, faisant 40 victimes. Le phare d'Eldred Rock a été inauguré en 1906 et guide depuis les navires qui empruntent le passage intérieur. Beaucoup sont des bateaux de croisière. Des cargos, des péniches et des bateaux de pêche naviguent également le long de la côte sud, à côté des ferries. Pour de nombreux habitants du littoral, ces bateaux sont le seul lien avec le monde extérieur. Les autorités du territoire rachètent la liaison à une compagnie privée en 1951. Quand l'Alaska devient un État, une loi fédérale autorise ces ferries à effectuer des liaisons avec le reste du continent nord-américain. Ils relient aujourd'hui l'État de Washington aux îles Aléoutiennes et parcourent ainsi des milliers de kilomètres aller-retour. Ils transportent en moyenne 300 000 passagers et 100 000 véhicules chaque année. Des cabines sont disponibles, mais beaucoup préfèrent la vue du pont supérieur. Il permet d'admirer des paysages spectaculaires et d'observer les oiseaux, les poissons et autres mammifères marins qui peuplent le passage intérieur. Les otarides stellaires viennent ici pour se nourrir, se reposer et se reproduire. Les mâles pèsent jusqu'à 1 tonne. Ils règnent seuls sur leur territoire et attendent l'arrivée des femelles, prêtes à s'accoupler. Le harem de ce mâle tient à peine sur cette plage minuscule. Malgré les apparences, ces otaries ne sont plus aussi nombreuses aujourd'hui. Les plages des îles Barren en étaient couvertes il y a encore 40 ans. Aujourd'hui, il y a davantage de sable que d'otaries. Entre 1970 et 1990, leur population aurait chuté de 80%. En 1997, l'espèce est officiellement déclarée comme menacée, mais perd ce statut en 2010 grâce à un repeuplement des colonies. À l'écart du rivage, les eaux calmes du passage intérieur abritent une autre espèce de mammifères marins, les baleines à bosse. Elles peuvent rester en apnée plus de 30 minutes. Les baleines à bosse séjournent un moment ici, puis elles passent l'hiver dans la région de Hawaï,
où elles s'accouplent et donnent naissance à leurs petits. Et l'été, elles reviennent en Alaska pour se nourrir. Une baleine peut consommer jusqu'à 1 tonne de poissons et de krill par jour. Mais leurs déplacements prévisibles les rendent vulnérables et faciles à chasser. Au 19e et 20e siècle, la chasse à la baleine a décimé 90% d'entre elles. Depuis un moratoire décrété en 1966, leur population est en augmentation. Mais les écologistes craignent que le trafic maritime croissant ne soit un frein à leur reproduction. Le 24 mars 1989, leur pire cauchemar devient réalité, quand le pétrolier Exxon Valdez s'échoue dans la baie du Prince William, à l'emplacement de cette bouée. L'impact fait un trou dans la coque et 42 millions de litres de pétrole brut se répandent dans la baie. C'est l'une des pires catastrophes pétrolières de l'histoire. Les écologistes la redoutaient depuis l'ouverture de l'oléoduc Trans-Alaska en 1977. Ce pipeline d'1,20 m de diamètre permet d'acheminer le pétrole non raffiné vers le sud, depuis la baie de Prudhoe. Il est conçu pour résister au séisme. Au lieu d'être vissé à des montants métalliques, il est simplement posé. Si la terre se mettait à trembler, l'oléoduc ondulerait d'un côté à l'autre, tel un serpent géant, au lieu de se fissurer, de se briser net. Il court sur 1300 km à travers l'Alaska et achemine jusqu'à 15% de la production américaine chaque année. Le pétrole arrive dans cette raffinerie située dans la baie du Prince William. Il est ensuite chargé sur d'immenses cargos, comme l'Exxon Valdez. La marée noire du 24 mars 1989 tue 250 000 oiseaux, des milliers de baleines, de poissons et de loutres de mer. En 2010, dans le golfe du Mexique, une autre catastrophe pétrolière encore plus grave survient suite à l'explosion d'une plateforme. Ici, la baie du Prince William n'a toujours pas retrouvé son équilibre naturel 25 ans plus tard. Il reste du pétrole sous la surface, et certaines zones sont aussi polluées qu'en 1989, malgré l'effort collectif entrepris pour sauver cette région d'Alaska. Toutefois, la nature a une capacité de régénération étonnante. Et tout espoir n'est pas encore perdu. Comme en témoigne le destin de cet oiseau, un pigargue à tête blanche. Dans les années 1960, ces rapaces échappent de peu à l'extinction. Un produit chimique appelé DDT décime leur population aux États-Unis. Sous la pression publique, le gouvernement interdit sa commercialisation en 1972. Aujourd'hui, le nombre de pigargues à tête blanche en Amérique du Nord est estimé à environ 50 000. Ils prospèrent autour des lacs et rivières et dans les îles sauvages du sud-est de l'Alaska.